recevons ce soir donc avec plaisir Jeanne Salmon-Fabiani, qui est co-autrice de L'incroyable histoire des grands procès, un ouvrage qui narre 3000 ans des plus grands procès de l'histoire, des procès qui ont façonné le droit, la justice, nos institutions et notre société, en fait, même. C'est un ouvrage qui est donc coécrit avec Philippe Bercovici. Tout à fait. Qui est destiné à tous, à toutes, pas simplement qu'aux étudiants de droit, mais aussi à tous les curieux et voilà, les personnes intéressées par l'histoire, la justice et la société plus généralement. C'est un ouvrage qui nous plonge dans les procès les plus historiques, certains qui sont très connus, dont vous avez nécessairement entendu parler, le jugement de Salomon, le procès de Jeanne d'Arc, l'affaire Calas, le procès de Louis XVI et de Marie-Antoinette, l'affaire Dreyfus, l'affaire Patrick Dills, bref, 3000 ans donc de grands procès. D'autres procès qui sont beaucoup moins connus, mais pour autant qui ont reçu le droit d'avoir leur place dans cet ouvrage, donc d'être qualifiés de grands procès. On y reviendra plus tard avec Jeanne Salmon-Fabiani. 52 donc procès qui sont racontés en bande organisée. Ça c'est la déformation professionnelle. Non, alors pas en bande organisée, en bande dessinée. Extraordinaire, très bien documenté. On y apprend plein d'anecdotes très savoureuses. Et raconter, c'est ce qu'on se disait et ce qui nous a aussi tout de suite plu, raconter avec beaucoup d'humour, beaucoup de piquant. Jeanne Salmon-Fabiani, vous êtes, vous, avocate au barreau de Paris. Si j'ai bien suivi, vous êtes spécialisée en droit social. Exactement. Plus récemment en droit des animaux. J'ai fait 2 formations en droit des animaux. Bon, et on verra que les animaux ont aussi droit à leur procès. Toute leur place. Voilà, ils ont toute leur place dans cette bande dessinée. Une question qui nous est venue très vite avec Madame Parent. Comment est née l'idée incroyable, ambitieuse aussi, il faut le dire, hein, très ambitieuse, de recenser les plus grands procès de l'histoire dans un ouvrage? Alors, en fait, tout est venu de l'éditeur, donc la maison d'édition Les Arènes, à double titre. Un, parce qu'ils avaient lancé cette collection des incroyables histoires, comme vous en avez parlé, et donc Jean-Noël Fabiani-Salmon, mon époux, lui, avait fait l'incroyable histoire de la médecine. Et puis, nous, dans notre cabinet, chaque année pour les vœux, on a l'habitude de concevoir un ouvrage qu'on offre à nos clients et qu'on fait éditer à compte d'auteur. Et comme on démarrait un département droit de l'art au cabinet et que c'était l'année de la bande dessinée, on s'est dit, en fait, on va, pour cet ouvrage qu'on offre cette année à nos clients, on va faire une bande dessinée sur les grands procès du droit de l'art. Du coup, comme je connaissais Philippe Bercovici qui avait fait la médecine, je lui ai demandé si c'était d'accord et on a fait une BD à compte d'auteur pour les clients du cabinet, qu'on a offerte, qui a eu beaucoup de succès en termes de retour. Et Philippe Bercovici l'a offerte à l'éditeur Les Arènes, qui m'a contacté en me disant écoute, c'est super, maintenant est-ce que tu veux bien le faire dans toutes les matières et sur 3000 ans. Voilà comment est né le projet. Incroyable l'histoire. Exactement. Très bien, donc c'était une question qui méritait d'être posée. Tout à fait. Alors pour être tout à fait exact, au départ ils m'ont dit est-ce que tu veux pas nous faire l'incroyable histoire du droit? Donc au départ, on a commencé à travailler, je dis toujours on parce qu'il y a Philippe aussi, bien sûr, Philippe Bercovici pour les dessins, et Christian Leroll pour les couleurs, parce qu'il faut savoir que le dessinateur dessine en noir et blanc, et qu'ensuite il y a un coloriste, et ensuite il y a un lettreur. C'est vraiment un travail d'équipe, la bande dessinée. Et donc au départ, on est parti sur un projet incroyable histoire du droit, ce que nous avaient demandé les arènes. Et en fait, rapidement, nous-mêmes, je ne vais pas dire qu'on s'est ennuyés, mais on s'est dit, comment on va pouvoir tenir le lecteur en haleine, puis raconter l'histoire du droit, c'est raconter l'histoire de l'humanité.
Voilà, on a trouvé que c'était encore plus ambitieux. Et puis, très sincèrement, moi je suis avocate, je ne suis pas historienne, je ne suis pas professeure d'histoire du droit. Donc voilà, rapidement on s'est réunis et on leur a dit non, l'histoire du droit non. En revanche, les grands procès, avec grand plaisir. Voilà vraiment la genèse du projet. Alors, vous avez un peu spoilé, un peu divulgaché. Allez, baveux, voilà. il parle. C'est ça, la réponse à la question que je voulais vous poser, parce que précisément, la matière du droit, les procès, la justice sont des matières qui peuvent être perçues comme arides et qui ne se prêtent pas forcément, mais peut-être qu'on se trompe de le penser, voilà, à ce vecteur de la bande dessinée. Donc je voulais vous demander pourquoi vous aviez choisi la bande dessinée, mais vous venez de nous répondre. Et du coup, je vais modifier quelque peu ma question en, finalement, qu'est-ce que permet peut-être davantage la bande dessinée qu'un ouvrage plus classique? Alors, la bande dessinée, déjà, c'était le choix de l'éditeur, bien sûr, puisque c'est pour sa collection L'Incroyable Histoire. Et en fait, ils se sont rendus compte que la bande dessinée a beaucoup évolué au cours des dernières années, voire décennies, et qu'aujourd'hui, il y avait des bandes dessinées, j'allais dire, sérieuses dans le sens du thème abordé, mais tout en permettant justement plus de légèreté, mais dans le bon sens du terme, pas dans le sens facilité ou survolage, mais dans le sens, oui, je vais aborder des sujets sérieux, compliqués, techniques, mais sous un angle qui va être plus digeste pour le lecteur et qui va permettre de toucher un public plus large. Donc l'éditeur, lui, c'est ça son objectif. Après, je vous avoue que sur certains procès, essayer de faire de l'humour, ça a été compliqué. Oui. Encore que ça peut l'effet de l'humour sur certains dossiers qui peuvent être confrontés. Voilà. Nous, on le voit dans nos pratiques. Oui, il peut y avoir l'humour nerveux, à un moment donné, comme le rire nerveux. Exactement. Alors, vous venez justement de le dire. On voit à la fin de l'ouvrage, qui est une bibliographie extrêmement riche, que les sources sont diverses, variées et une fois encore extrêmement nombreuses. Combien de temps vous avez mis pour faire cet ouvrage, une fois encore, extrêmement bien fait? Alors c'est très simple, j'ai mis 2 années. 2 années, alors bien évidemment pas à plein temps, puisque j'ai d'autres activités, mais 2 années vraiment intenses. Ça veut dire que vous faisiez l'écrit, vous faisiez la matière, alors, et puis parce que concrètement, comment choisir finalement, parce que ça reste quand alors même déjà, très la contraint. première difficulté, ça a été de choisir les procès, puisque choisir, c'est renoncer, alors en plus, les procès, il y en a beaucoup. Vous me divulgachez encore. Pardon. Et je vous jure que j'ai pas lu vos feuilles. On va s'adapter. C'est toi qui l'as induite là. Oui, mais d'accord, on va s'adapter. Donc il a fallu choisir les procès. Donc évidemment, j'ai essayé pour chaque période de prendre les procès majeurs. Et les procès majeurs ne sont pas forcément les procès les plus célèbres, mais moi que j'ai considéré comme majeurs, c'est-à-dire soit ils ont fait évoluer le droit, soit ils ont fait évoluer la société, soit ils ont secouer la société d'une manière ou d'une autre. Voilà. Donc ça a été, j'allais dire quelque part, mon guide-ligne pour faire mes choix. Et puis j'ai essayé aussi, mais je crois qu'on va en parler, de trouver aussi des procès dont on a entendu moins parler, mais qui pour autant, pour moi, m'ont paru importants et révélateurs d'une époque. Et puis ensuite, donc la difficulté par rapport à la question que vous me posiez, donc c'était la BD. Donc vecteur qui permet un peu plus de légèreté d'humour, mais néanmoins on a souhaité que ça reste un outil d'information sérieux. Donc je veux dire, les plaidoiries, c'est celles qui ont réellement eu lieu aux audiences. Après, la difficulté sur un sujet comme celui-là, c'est que quand même les plaidoiries, c'est beaucoup de mots, beaucoup de paroles, et là il y a peu de place en bande dessinée. Les bulles ne sont pas extensibles. Le dessinateur m'a souvent dit waouh, il y en a du texte. Bon, voilà. Donc, et ensuite sur la construction, en fait, donc on choisit j'ai choisi les procès, et ensuite pour chaque procès, moi je travaille sur PowerPoint, et une vignette PowerPoint correspond à une vignette de la BD que je découpe en deux. À gauche, je mets le texte des bandeaux, etc. À droite, je mets les instructions pour le dessinateur et les dialogues à mettre dans ces bulles. Et je lui envoie, et il me renvoie dessiner, on corrige, etc. Voilà. Donc c'est un travail qui est
qui est dense, même dans la construction même d'un ouvrage bande dessinée. C'est un vrai travail collaboratif. Complètement, c'est un travail d'équipe, total. Et alors, juste d'ailleurs sur la construction de l'ouvrage, et c'est ça, nous, qui nous a aussi beaucoup intéressés, vous l'avez dit, vous ne prenez pas au sérieux et en même temps c'est très sérieux. Très sérieux, c'est déjà réparti en 6 grandes périodes et ça c'est vraiment très pédagogique et surtout chaque procès qui est raconté est replacé dans son contexte historique, dans son contexte institutionnel, politique de l'époque. Donc ça permet de leur donner une vraie densité. C'est vrai qu'on s'est demandé aussi qu'est-ce qui fait qu'à un moment un procès va devenir un grand procès. Vous l'avez dit, choisir c'est renoncer. Et c'est pour ça que j'ai fait le choix aussi, parce que j'aurais pu très bien faire le choix que de raconter les procès en eux-mêmes, les audiences, les plaidoiries. Ouais. Et c'est peut-être un reproche qu'on pourra me faire sûrement sur certains procès, de dire mais il n'y a pas l'intégralité des plaidoiries, il n'y a pas... Mais l'idée c'était justement que le procès soit aussi un moyen d'expliquer une époque et d'expliquer pourquoi ce procès en particulier a fait évoluer la société d'une manière ou d'une autre, soit d'un point de vue politique, soit réglementaire, soit institutionnel, soit social. Justement, on peut peut-être, pour illustrer, oui. Vous parliez des procès qui étaient peut-être méconnus, oui. Mais qui ont eu aussi leur précurseur de quelque chose. Je pense notamment au procès Tropman. Moi, personnellement, je ne le connaissais pas. Oui. Et à la fin, effectivement, on voit la dernière petite vignette du patron du petit journal qui dit nous avons. Alors, en clair, hein, c'est. Vous pouvez. Non, mais si. Faites l'histoire. Et puis, je dirais comment ça se termine. Je ferai la fin. En quelques mots, hein, c'est un cultivateur qui un jour retrouve dans son champ une femme, 2 jeunes hommes, enfin 3 garçons de 14, 12 et 10 ans, une petite fille de 3 ans, qui sont tous morts, donc une découverte un peu tout moins macabre. Et finalement, l'enquête va se passer. On va trouver l'auteur. Mais pourquoi je cite cet exemple-là, c'est parce que, in fine, le directeur du journal va avoir ses propos. Nous avons même battu notre record avec notre numéro du 20 janvier en racontant en détail l'exécution de Tropman, 600 000 exemplaires. Et c'est le début de la presse à sensation. Exactement. Voilà, exactement. C'est pour ça que j'ai choisi ce procès, parce qu'au-delà du côté extrêmement, absolument effroyable, macabre, tout ce qu'on veut, malheureusement, des procès comme ça, il y en a plein. Des affaires comme ça, il y en a énormément. Et puis encore aujourd'hui, maintenant, on les vit en direct à la télévision. Avant, on les vivait par le voisinage. Et il y a eu justement cette grande évolution, c'est que la presse s'est invitée dans les procès à sensation et à relayer. Et c'est devenu, excusez-moi le terme, un véritable business. Et c'est pour ça que j'avais choisi ce procès, parce que c'est là où la presse a vraiment commencé à faire de l'information sensationnelle d'un point de vue judiciaire. Et, pardon, vous verrez sur d'autres procès aussi, que les journalistes prennent le train, vont au restaurant à côté des lieux des crimes, font leurs propres enquêtes. Pardon. On l'a notamment vu pour l'affaire Grégory, par exemple. Ça n'est pas mon ouvrage, mais typiquement, ça illustre je me suis refusée à faire des affaires qui n'étaient pas définitivement terminées. Ouais. Alors justement, oui, les choix. Sinon, j'aurais pu faire ça. Alors. Mais là, vous allez encore. Je pense qu'on va avoir le temps de faire l'incroyable histoire de la médecine. Tenez-vous prêts, parce que à la vitesse avec laquelle on déroule ce qu'on avait prévu de dérouler, on aura fini. Dans 5 minutes. Alors, est-ce que vous voulez parler de l'affaire Outreau ou pas? Non, mais toi aussi. Alors, tu vas encore plus vite. Non, on parlait justement de l'intérêt finalement de la population sur les grands procès criminels. Ça peut aussi interroger sur qu'est-ce qui fait que et ça serait peut-être plutôt à la salle de nous répondre. Qu'est-ce qui fait que finalement on peut se passionner
sur des sujets. On le voit, alors aujourd'hui il y a une résonance un peu particulière avec les réseaux sociaux ou les chaînes d'information continue, mais on voit sur des affaires de féminicide qui malheureusement sont des choses que l'on connaît, nous, chacun dans nos tribunaux et ici aussi, de manière malheureusement trop fréquente. Et on voit qu'une affaire sort. Je vais passer par, je pense notamment à l'affaire Jubilard qui vient de se passer. Et je trouve que ça interroge quand même sur qu'est-ce qui fait qu'on se passionne pour des affaires qui sont, voilà, encore une fois, des grandes affaires criminelles qui sont parfois très sordides, voire particulièrement atroces. Ça interroge, je trouve, sur l'intérêt qu'on porte à ces affaires. Alors, je pense qu'il y a deux angles de réponse. Il y a le facteur humain, psychologique de l'humain qui a toujours, j'allais dire, l'attirance, répulsion vers tout ce qui est horrible, atroce, qu'on redoute, mais qui en même temps fascine, parce que ça crée des émotions extrêmement fortes, ce qui fait que des gens apprécient pour certains de regarder des films d'horreur ou choses comme ça, et ça n'en fait pas pour autant des meurtriers ou voilà. Et je pense aussi c'est que c'est la presse réellement, donc on a parlé de Troppmann, mais après il y a une autre affaire que j'ai émise, que tout le monde connaît, mais c'est aussi là où la presse a pris encore un degré supplémentaire, c'est l'affaire Landru, où ils allaient même, je le disais tout à l'heure, retourner sur les lieux, fasciner d'aller sur les lieux, ce restaurant qui s'est ouvert après dans la maison où ont eu lieu les crimes et où il servait la côte de bœuf Landru. Enfin voilà, c'est devenu, oui, horrible, c'est devenu un mythe. Oui, mais tout Paris se déplaçait, ça faisait bien d'aller là-bas. Enfin, il y avait une espèce de phénomène de mode. Ça développe même le tourisme qui est vraiment lié à des lieux, des scènes de crimes, complètement. Et donc il y a des villages comme ça qui deviennent bannis et d'autres qui deviennent objets de fascination de la part de la population. Mais je pense quand même que ceux qui font un peu la pluie et le beau temps dans le palmarès des affaires qui fascinent, c'est quand même les journalistes. Et on le voit bien, a fortiori aujourd'hui, avec ces chaînes d'infos en continu, dont certaines sont plus, j'allais dire, bref de comptoir que d'autres, ils choisissent leurs affaires. Et ils vous la sortent du matin au soir. Ils ont décidé que c'était l'os à ronger et que tout le monde allait vivre au rythme de telle affaire plutôt qu'une autre, alors qu'il y en a d'autres tout aussi importantes. Alors, sauf quand l'affaire dépasse, et notamment, je pense notamment à l'affaire Dreyfus, où là, pour le coup, la presse n'était pas là, mais là, ça dépasse complètement le strict intérêt médiatique, ou alors, là, on est pas sur une affaire criminelle, là, on est sur quelque chose qui est un marqueur de la société de l'époque, avec le biais qui est de l'ambiance, l'ambiance de l'époque. Et c'est là aussi, c'est là où c'est intéressant, mais vous l'aviez abordé déjà, c'est qu'effectivement le procès, c'est vraiment sociologique, c'est vraiment un marqueur de la société. Et certes, on est passionné par les affaires criminelles, mais pas que, y compris pour les affaires politiques. Alors, je pense notamment à l'affaire de Nicolas Fouquet, qui est pour le coup là aussi une affaire, une des premières affaires peut-être politiques, puisque in fine on connaît à peu près tous l'histoire, mais in fine ce qui se passe c'est que le roi, mécontent finalement de la décision qui va être rendue, va commuer la peine et voilà, va exercer son pouvoir. Alors on imagine mal aujourd'hui que ça puisse se passer de cette manière. En tout cas, c'est une manière beaucoup plus opérée. Voilà, oui, on a la séparation qui s'est opérée entre État et justice, enfin, pouvoir de juger et pouvoir... Alors justement, est-ce qu'on cite cet exemple, on pourrait en citer effectivement des exemples tendances politiques plus actuelles, mais est-ce que depuis toute cette période de l'histoire que vous avez retracée, qui est extrêmement importante, est-ce que en filigrane, on sent... est-ce que la justice a toujours été rendue de manière indépendante, entre guillemets? Évidemment non. Et quels sont, hormis le roi ou les rois, quelles ont pu être ou quelles ont été les influences Il y a toujours eu des influences. Et je veux dire, même aujourd'hui, on entend encore des questionnements qui peuvent se poser sur l'indépendance des magistrats qui est dans les textes, mais qui sont néanmoins des fonctionnaires, par exemple. Donc, pour certains citoyens, c'est une... Non, mais je veux dire... Les magistrats ont horreur de ça. Nous ne sommes pas des fonctionnaires, puisque... Comme nous sommes des auxiliaires de justice. C'est ça. Non, mais
Vous comprenez ce que je veux dire? C'est-à-dire que c'est de toute façon une question et un sujet qui a toujours passionné en France et qui est extrêmement délicat, effectivement, parce qu'il faut quand même une garantie sur les personnes qui sont sélectionnées et qui ont la charge immense de rendre la justice, et en même temps leur permettre une indépendance. Bon, voilà, donc ça a toujours été un sujet, j'allais dire, voilà, récurrent, et qui, quelles que soient les solutions retenues, a toujours des détracteurs, de toute façon, même aujourd'hui. Mais pour revenir, il n'y avait pas que le roi, il y avait aussi l'Église, puisqu'il y avait deux justices qui coexistaient pendant longtemps, et qui sont la justice ecclésiastique et la justice royale. Donc il y avait souvent deux procès, il pouvait y avoir deux procès en parallèle, un en fonction de l'affaire. Soit vous aviez la personne qui était poursuivie par la justice royale, soit ça relevait du domaine de l'Église, donc c'était poursuivi par la justice ecclésiastique, et parfois ils se renvoyaient la balle, et vous aviez les personnes poursuivies qui passaient d'un tribunal à un autre pour savoir qui finalement allait prendre la décision finale, notamment pour la condamnation à mort. Alors peut-être avant, Véro, de partir sur les grandes considérations autour de l'évolution de la justice, on avait quand même essayé d'avoir une trame à peu près pédagogique. Voilà. Maintenant, elle me laisse reprendre la parole pour essayer de sauver un peu le truc. Peut-être quand même sur la dimension politique, procès politique, ça on a vu. On pourrait quand même parler de ce qu'on a compris en termes de typologie des grands procès. Il y a ces procès à dimension politique, soit parce que ce sont des politiques qui font l'objet de procédures, soit parce que l'enjeu est politique. Bien sûr. Il y a à côté de ça les grandes affaires criminelles. On en a cité quelques-unes parce qu'elles ont à un moment défrayé la chronique. Et puis il y a aussi les grandes affaires criminelles qui sont des grandes erreurs judiciaires. Bien sûr. Et parmi celles-ci, on a parlé de Dreyfus. On a parlé de Dreyfus, complètement, avec ce biais. Les erreurs judiciaires sont aussi liées à des biais, on le verra, racistes, antisémites, misogynes. J'aimerais qu'on y revienne aussi après sur la place des femmes dans votre ouvrage, parce qu'elle est singulière, je trouve. En tout cas, je ne l'ai pas forcément retrouvée ailleurs avec autant de... Voilà. Juste peut-être l'affaire Patrick Dils, qui est une affaire plutôt récente, en tout cas dans l'époque contemporaine, qui est comment on peut qualifier ça, qui est une grande, qui fait partie vraiment des grandes erreurs judiciaires. C'est certainement un peu, mais normalement, la plus grande erreur judiciaire en matière criminelle. En matière criminelle, voilà, parce que récente, tout à fait. Un homme, Patrick Dils, qui a été condamné pour le meurtre de deux enfants, et puis qui a... Son procès a fini par être révisé, mais qui a purgé combien d'années de prison, mais je sais énormément. Oui, en fait, c'est des crimes qui ont été commis par Francis Homme, le tueur en série. Donc c'est un procès que vous avez choisi de... Oui, que j'ai choisi, voilà, exactement. Ouais, pourquoi c'est un grand procès? Qu'est-ce que ça a changé dans notre... Alors c'est un grand procès, c'est pas son procès en lui-même qui est un grand procès à l'origine. D'ailleurs c'est l'affaire, c'est pas le procès, c'est l'affaire. C'est que ça devient une affaire, donc déjà différence entre procès et affaire. Procès, il n'y a eu qu'un degré de juridiction qui est intervenu. Une affaire, c'est qu'il y a plusieurs degrés de juridiction. Il y a eu un appel, voire une cour de cassation, voire un renvoi après cassation, etc. Donc voilà, donc c'est vraiment une affaire, et c'est surtout que, en fait, c'est une grande erreur judiciaire. Donc cette affaire, elle a permis d'évoquer ce qu'était l'erreur judiciaire en matière criminelle, et de savoir comment la société dans son ensemble, c'est pas uniquement l'État, c'est nous tous, notre responsabilité, quelle est-elle, pourquoi, comment on a pu influencer. Donc on a parlé des journalistes, mais on voit aussi dans beaucoup d'affaires la place du peuple, l'influence du peuple dont nous faisons partie, qui vient aux audiences, puisque les audiences sont publiques, qui interpelle devant les palais de justice, qui rend la justice avant même que les débats aient eu lieu dans l'enceinte du tribunal. Et ensuite, quand enfin l'erreur est reconnue,
comment peut-on réparer une telle erreur? Est-ce réparable? Et c'est la question que je pose aussi pour Dreyfus, enfin, dans mon introduction, c'est de dire, bien sûr, aujourd'hui encore se pose la question de jusqu'où aller dans la réparation, mais de toute façon, c'est irréparable. Alors justement, alors sur Dils, je pense qu'on a parlé des biais qui pouvaient inciter à un moment donné ou influencer et amener l'erreur judiciaire. Pour Dils, il faut juste rappeler, et ça sera un autre questionnement, et je trouve que la question, elle mériterait aussi d'être posée, mais ce serait peut-être à l'occasion d'une autre rencontre, c'est qu'il a avoué. Dils a avoué. C'est tout le problème de l'aveu. Il n'est pas le seul, effectivement, à avoir fait les frais d'une condamnation sur la base, notamment, mais surtout, de ses propres aveux. Effectivement, ça pose la place de la preuve dans le procès, en particulier celle de l'aveu. Mais une fois encore, ça c'est. Mais c'est vrai que pour les judiciaires, il n'y a pas qu'un dysfonctionnement, il n'y a pas que la pression. Non, bien sûr que non. Non, c'est ce que je disais, c'est une responsabilité collective d'une société. C'est-à-dire aussi bien des professionnels, mais aussi de la société, des pressions extérieures qu'ils peuvent avoir, et de la personne poursuivie elle-même, mais qui est elle-même peut-être victime d'une pression de la part de la société, etc. Alors là, on en voit d'une éducation. Et là, c'est plutôt le côté du coup négatif, mais il y a aussi le côté positif de la pression, et c'est ce qu'on disait aussi, les procès peuvent aussi amener des évolutions dans la société. Je pense notamment au procès de Bobigny. Peut-être juste, Véronique, avant qu'on passe à ça, sur les erreurs judiciaires, on avait soulevé à toi une question, qui est celle justement puisqu'on parlait des choix. Exactement. Ouais. On a évoqué ceux que vous avez faits, oui, mais parlons de ceux que vous n'avez pas choisis. Oui, donc, et en particulier, on a j'ai commis une erreur. Non, absolument pas. Mais Outreau, par exemple. Outreau, il y a beaucoup à dire. Oui, mais évidemment, Outreau, il y a beaucoup à dire. Donc, bien sûr, mon éditeur voulait que je le fasse, et j'ai refusé en lui disant je suis quand même avocate et je ne traiterai pas d'affaires non définitivement terminées. Mais c'est mon choix. Oui, bien sûr. Ah oui, c'est mon choix. Et aussi, alors je me suis donné ça comme règle, parce qu'il voulait aussi qu'on parle de l'affaire Pellico, etc. Mais il y avait eu, avant fin de l'impression, il y avait eu une personne qui a fait appel. Donc pour lui, l'affaire n'était pas terminée. Donc c'est pour ça aussi que. Alors, et ensuite, parce que c'est l'histoire et que j'estime qu'il faut quand même un tout petit peu de recul. Enfin, en tout cas, voilà. En revanche, j'avoue ma totale, et je vous pose en toute curiosité, là je reconnais ma totale ignorance. Je pensais que moi, l'affaire Outreau, pour le coup, c'était définitivement terminé. Moi aussi, mais il me semble pas. D'accord. De ce que j'ai regardé, il y a des réouvertures, il y a encore des pistes. D'accord. Non, je crois pas. Enfin, de toute façon, cette affaire, elle vient interroger un fonctionnement, voire un dysfonctionnement. Pas uniquement de la justice au demeurant. Voilà, c'est la société tout entière. Voilà, mais bon, en tout cas, vous nous avez répondu. Il y a cette raison. Après, comme beaucoup de personnes posent la question, parce qu'ils veulent aussi qu'on évoque Pellico, puis d'autres affaires, et puis Sarkozy, etc. L'éditeur a dit que bien sûr, si le livre rencontre un certain succès, il pourrait y avoir une édition augmentée. À vous de la faire exister. Encore que j'ai envie de dire que notre époque contemporaine n'a rien à envier finalement au passé, parce que je pense qu'il y a des procès qui posent les mêmes questions, des procès anciens qui posent les mêmes questions. Simplement, aujourd'hui, on choisit des sujets plus actuels parce que, de fait, on les connaît et on comprend mieux et on parle mieux que de ce qu'on connaît. Mais en fait, la problématique que pose Outreau ou d'autres procès plus politiques se sont déjà posés par le passé. Et vous l'avez dit, on ne va pas revenir sur ces grands procès plus anciens. Mais on sent bien quand même que l'appétence des lecteurs ou de ceux qui veulent connaître de ces procès, ça reste comme sur la période actuelle. Ah ben oui, on est bien d'accord. Les gens, oui, ils sont fascinés par la période actuelle, ça c'est certain. Mais parce qu'ils ont l'impression qu'ils ont un peu participé, enfin qu'ils l'ont un peu vécu et ils ont envie de voir quelle en est l'analyse qu'on en fait, comment on la présente, pouvoir critiquer ce qu'on a pu dire ou les choix qu'on a pu faire. Ils aiment ce qu'ils ont vécu. Et pour autant, je trouve que c'est important de rappeler que finalement, rien n'est nouveau.
aujourd'hui. On le voit et bien, que c'est cyclique. Toutes les problématiques qui sont posées existaient il y a très longtemps. Et on parlait aussi donc, des procès qui ont fait bouger. Donc j'ai parlé effectivement du procès de Bobigny avant d'être interrompu, du procès de Bobigny ou le procès qui a abouti à l'abolition de la peine de mort. Je trouve que voilà, ça marque, et c'est ce qu'on a déjà dit, des époques, et surtout ça permet vraiment d'impulser, c'est-à-dire que vraiment le procès peut impulser des changements dans la société. C'est-à-dire que le procès de Bobigny en soi, il n'avait rien d'extraordinaire à l'origine, puisqu'il y en avait tous les jours, puisque l'avortement était illégal et que... Tout le monde connaît le procès de Bobigny où on fait... Oui, c'est Gisèle Halimi, l'avocate, et c'est Marie-Claire Chevalier, la jeune fille, et puis sa maman, qui sont poursuivis, parce que Marie-Claire Chevalier... s'est faite avorter, jeune fille, et sa mère a donc cherché une faiseuse d'ange qu'elle a trouvée par ses amis de la RATP, parce qu'elle travaillait à la RATP. Enfin bref, donc tout le monde a été poursuivi. Donc Marie-Claire étant mineure, elle a été poursuivie devant le tribunal pour enfants, donc à huis clos. Donc je respecte le huis clos dans ma BD. Je mets à l'entrée du tribunal et la décision qui, elle, est rendue publiquement. Et ensuite, il y a la mère et ses complices, enfin, pour complicité, puis celle qui a pratiqué, qui sont poursuivies. Mais en soi, ce procès, malheureusement, à cette époque, n'avait rien d'extraordinaire, puisque toute femme qui se faisait avorter ou qui pratiquait l'avortement en tant que praticienne, et qui se faisait prendre, était poursuivie, etc. Mais là, celui-ci est un grand procès parce que l'avocate, Gisèle Halimi, s'est dit, mais de toute façon, à chaque fois, ça finit de la même manière, les femmes sont condamnées, c'est la loi, qu'est-ce qu'on peut faire? Donc elle a décidé d'en faire un peu une pré-tribune, pardon, pour militer pour l'abolition du délit d'avortement. Et donc, elle n'a pas réussi, parce que souvent, ce que les gens oublient, mais même moi d'ailleurs, au départ, je vous prie, m'excusez, c'est qu'au départ, tout le monde dit, ah bah oui, elle a réussi, c'est formidable, elle a été relaxée, etc. Mais en fait, non, pas du tout. Elles n'ont pas du tout été relaxées. La jeune fille mineure, oui, sur des circonstances familiales, psychologiques, etc. Mais comme c'est à huis clos, bon, ça reste un petit peu, voilà. Mais en revanche, la mère, la faiseuse d'ange et l'autre complice, non, elles n'ont pas été relaxées. Et le parquet a fait appel. Et donc, bon, là, en fait, c'est une petite technique que tout le monde ne connaît pas forcément. Mais voilà, à partir du moment où on fait appel, on est de nouveau présumé innocent, même si on a été condamné en première instance. À partir du moment où il y a un appel, on repart à la case départ, j'allais dire. Et donc, on est de nouveau présumé innocent. Donc, il y a eu un appel qui a été fait dans cette affaire. Et en fait, l'affaire s'est éteinte par elle-même parce que l'affaire n'a jamais été audiencée. Voilà. Et donc après, elle est devenue prescrite. Et voilà. Donc en fait, il n'y a jamais eu d'appel, il n'y a jamais eu de décision finale. Donc on est revenu... Alors justement, vous avez évoqué Gisèle Halimi, qui est effectivement une grande avocate. On a très rapidement évoqué aussi Robert Badinter. Bien sûr. Et donc, il y a aussi des procès qui apparaissent comme, sinon fondateurs, au moins extrêmement importants pour l'avocat. On pense, et c'est dans votre ouvrage, à celui de Louis XVI, dont l'avocat a suivi le sort. Est-ce que... Et c'est pour ça que les avocats parisiens... Ça, je l'ai découvert. Vous ne saviez pas? Je savais qu'ils ne portaient pas... on ne porte pas... Ah oui. Ouais. Tout le monde est au courant? Non. Il n'y a que nous qui ne le savons. En fait, la robe d'avocat, elle est la même pour tous les avocats de France. Et on a une hermine. Enfin, au départ, c'était de l'hermine. Maintenant, après, c'était du poil de lapin. Et maintenant, c'est du synthétique. Mais je le mets dans mon intro, d'ailleurs. Donc, c'est plus de l'hermine. Mais bon, on dit toujours l'épitoge herminée par tradition. Et donc, en fait, l'épitoge, elle est toujours herminée. C'est-à-dire ces deux grands pendants noirs avec la fourrure en bas. Et à Paris intramuros uniquement, les avocats n'ont pas d'hermine. L'épitoge, elle est toute noire, sans hermine au bout.
Et donc moi, typiquement, quand j'ai eu le concours, l'examen du barreau, j'ai été inscrite d'abord à Paris. Donc je suis allée chez Maison Bosque, sur l'île de la Cité. On m'a fait ma robe avec une épitoge non herminée. Et puis ensuite, je suis partie à Marseille créer un cabinet. Alors là, il a fallu que je refasse une épitoge, parce qu'on ne remet pas l'hermine sur l'épitoge, mais recommander une hermine. Bon, bref. Et donc, en fait, pourquoi les avocats parisiens n'ont pas d'hermine? Mais ils l'ont retiré au moment de l'affaire de Louis XVI et Marie-Antoinette pour protester contre les poursuites qui étaient faites à l'encontre de l'avocat de Louis XVI. Voilà. Et depuis, ils n'ont jamais remis l'hermine. Et ça, je pense que c'est un petit peu par snobisme. Se différencie. Oui. Et du coup, on les remarque dans les enceintes judiciaires. Mais c'est pour ça, c'est pour ça. En province, on les voit. Alors même que normalement, déontologiquement, la règle est que s'ils vont en province, ils devraient mettre une épitoge herminée. Comme quoi. Est-ce qu'il y a d'autres exemples dans l'histoire d'un avocat qui aurait... non, mais allez-y, je réfléchis. On l'a pas forcément vu. Et si la réponse, pourquoi pas, est non, ça interroge aussi, en tout cas moi ça me permet de vous interroger sur la relation client-avocat, oui, et dont j'imagine que, pour avoir été avocat, donc j'imagine qu'on vous pose aussi la question, mais comment tu peux faire pour défendre, ou comment vous auriez pu faire pour défendre, voilà, le fait d'associer très souvent l'avocat à son client, peut-être nous en dire quelques mots. Alors oui, alors après moi, je suis pas spécialiste en droit pénal, donc je veux dire, je défends pas ce type de clientèle, donc je n'ai pas eu à être confrontée à ce type de dilemme, mais je défends des chefs d'entreprise. Enfin, je fais surtout du conseil, mais ça peut aussi avoir une partie judiciaire contentieuse, donc des chefs d'entreprise. Oui, c'est toujours compliqué de défendre un client avec qui on n'est pas du tout en phase. Alors, deux choses. L'avocat est libre de refuser une affaire, contrairement aux magistrats qui, eux, ont des dossiers qui leur sont audiencés et qu'ils doivent... bon, après, il peut y avoir des conflits d'intérêts. Il peut y avoir des conflits d'intérêts, des motifs légitimes. Oui, mais pas juste... ah bah non... Celui-ci me plaît pas et sa tête il n'en me vient plaît pas. j'ai pas envie. Bon, l'avocat, il a cette liberté quelque part. Hein, mais en pratique, c'est vrai qu'on le fait rarement, sauf à être vraiment en opposition totale, idéologique ou pour des raisons graves. Non, parce que c'est... Et puis c'est ce qu'on essaie de véhiculer dans ce livre. Et puis c'est de dire, l'avocat, même un avocat qui va défendre un violeur, enfin, ou un pédophile, disons, ça veut pas dire qu'il trouve que c'est bien ce qu'il a fait. Il ne défend pas le viol. Il ne défend pas le viol. Accusé de viol. Il défend la personne, et la personne qu'il défend, il défend pas ce qu'elle a fait. En fait, il défend ses droits. Ses droits à la défense. C'est ça qu'il défend avant tout. Les avocats, encore aujourd'hui, sont menacés, évidemment. sont agressés en raison du choix qu'ils ont fait de défendre un tel ou un tel encore. Et ça, c'est très inquiétant pour notre état de droit, je trouve. Et très inquiétant. S'il n'y avait que ça. Oui, non, mais je veux dire, c'est un des symptômes. Est-ce que, puisqu'on a un petit peu de temps, est-ce que dans la salle, vous souhaitez réagir, poser des questions? Mais juste avant, on peut peut-être parler de ma petite truie. Ah, mais on allait en parler, ça fait partie des questions. Je voulais juste que Laurie retrouve. Charlotte Corday, on avait Mathieu, on avait non, mais on peut faire revenir, mais faire une pause question. Oui, je ne sais pas quelle heure il est. Question, observation. Il est 30. Il est 35, Marie est maître des horloges. Ah, 37. Est-ce qu'il y a des réactions, des questions? Ça, faut le lire. On a quand même pas mal de dégressions quand même sur le procès, la justice, les auxiliaires de justice. Je vois notamment qu'il y a des étudiants qui se destinent peut-être à une et je crois qu'il profession. y a une jeune fille qui a levé la main, non? Oui, j'ai cru voir. Voilà, parfait, merci. Vous avez évoqué tout à l'heure des procès politiques et je me demandais dans quelle mesure, en particulier le lobbying, qui sont donc des groupes de pression, influence justement le déroulement d'un procès. Oui, alors ça existe, mais après, là, ce serait presque à vous de répondre plus, mais ça existe, mais après, c'est là où on a quand même la grande chance de vivre en France,
et d'avoir, j'allais dire, une justice qui fonctionne quand même très très bien, même s'il y a toujours des critiques à faire, même s'il y a des choses qui peuvent aller moins bien, mais normalement, il peut y avoir une influence à l'extérieur, dans la société, via la presse, mais les magistrats, les avocats, et pendant toute l'audience, tout ça reste à la porte, normalement. Alors, oui, je pense qu'il faut quand même combattre cette idée, notamment qui est assez contemporaine, probablement liée à l'actualité judiciaire. Effectivement, je pense que les magistrats, alors déjà dans les dossiers les plus compliqués, un magistrat n'est jamais seul. Oui, c'est collégial. Au correctionnel, par exemple, il y a une collégialité, et pour les affaires criminelles, quand c'est la cour d'assises, c'est un jury populaire. Là, on peut effectivement peut-être se poser la question de l'influence des médias. Je pense notamment à l'affaire Jubilat ou Pellico, où effectivement, encore Pellico, c'est au correctionnel. Mais Jubilat, il y a forcément peut-être des biais inconscients, même nous. C'est-à-dire qu'effectivement, la justice est rendue par les humains. On est des femmes avec des idées peut-être différentes. Il se trouve quand même qu'on est protégé, en tout cas, moi je le pense, par la robe que l'on porte. C'est-à-dire qu'au moment où on est à l'audience, avocat, au siège ou au parquet, on a la robe et on a le code. On a le code. Donc on est de toute façon soumis à ces règles-là. Et puis par ailleurs, ce qui protège aussi sans doute, on va dire des lobbies, comme vous l'avez évoqué, et je pense notamment, parce qu'on va se le dire, on a peut-être tous en tête le dernier jugement de quelqu'un qui est aujourd'hui toujours présumé innocent puisqu'il a fait appel de l'affaire Sarkozy, où on a quand même beaucoup parlé. Je ne sais pas si vous avez lu les présumé innocent sur ce volet. Sur ce volet. Oui, non, mais je parle justement de ce jugement-là, qui fait peu ou prou 400 pages. Et pourquoi il est aussi long, c'est qu'il doit être motivé. C'est-à-dire que quand même, on ne peut pas dire « Ah bon, puisque j'ai été approché par tel lobby ou par tel ami, je vais décider ça. » Parce qu'une fois qu'on a pris une décision, il faut expliquer pourquoi on a pris cette décision. Et il faut la motiver. Il faut la motiver en droit, il faut la motiver en fait. Et effectivement, le risque des biais qui pourraient éventuellement nous influencer, eh bien, je pense qu'ils sont limités, parce qu'effectivement, on a la règle de droit qui s'impose à nous. Justement, la justice, elle ne se rend jamais en catimini, en fait. Il y a des règles procédurales qui font que... absolument toutes les preuves, tous les moyens qui sont avancés par les parties sont débattus de façon publique et de façon contradictoire. Donc chacun peut y répondre. Donc la justice, et d'ailleurs c'est aussi très bien écrit, et c'est pour ça que le procès est public, le procès doit être connu, les arguments débattus, et rendu en effet au nom du peuple. Et aujourd'hui, vous avez accès à ce jugement, vous pouvez aller le voir et vous faire effectivement votre propre idée, certes, mais une fois encore, il y a la motivation qui me paraît quand même être le garant d'un état de droit et justement d'éviter qu'on tombe sous des influences quelconques. Et tout citoyen peut accéder aux décisions de justice, ça il n'y a aucun problème, même sans aller à l'audience, je veux dire attendre que l'affaire soit terminée ou le procès soit terminé et accéder à la décision de justice et se faire sa propre opinion s'il souhaite. Peut-être parce que l'heure tourne quand même, et donc si on veut avoir un peu de temps aussi pour les dédicaces, la truie, c'est après. Comment ? La truie, exactement, c'est exactement ce dont j'allais parler, puisque dans cet ouvrage, il y a, merci Marie, il y a le procès incroyable pour le coup d'un animal, d'une truie, qui va être jugé pour avoir dévoré un nourrisson. On est en plein Moyen-Âge. Oui, le soir de Noël. Oui, exactement. Le soir de Noël. Le soir de Noël. Et la truie s'est introduite dans une maison. Et vous l'avez fait rentrer au Panthéon des grands procès. C'est ça. Je l'ai fait rentrer au Panthéon des grands procès.
Pour une raison très simple. Déjà, je suis une très très grande amoureuse des animaux. Voilà. Et donc, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, j'ai fait 2 diplômes en droit des animaux qui m'ont passionnée. Vous faites partie d'une association pour la défense des animaux non, je fais partie... on fait plus que les défendre, on leur sauve la vie. C'est-à-dire qu'en partenariat avec le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche et le ministère de l'Agriculture et les laboratoires publics et privés, on travaille pour la réhabilitation des animaux d'expérience après expérience. Voilà, donc moi par exemple, à la maison j'ai un petit beagle qui a servi pour les recherches pour les vaccins Covid, voilà, qui était un surplus de labo. Voilà, donc ça, et du coup j'ai passé 2 diplômes en droit des animaux pour me former un peu plus dans le cadre de cette activité bénévole. Et c'est dans le cadre de ces diplômes que j'ai appris, découvert ce procès de la truie de Falaise, que je ne connaissais pas non plus, j'avoue. Donc Falaise, petite ville en Normandie, pas très loin de là où nous vivons. Et donc le soir de Noël, la truie parvient à pénétrer dans une habitation et décide de dévorer, commence à dévorer un nourrisson. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que à l'époque, l'animal le plus proche de l'humain, c'est pas le chien, c'est pas le chat, c'est le cochon. Et le cochon a une très grande utilité à l'époque parce qu'il sert d'éboueur et de chauffage. Puis, pourquoi on faisait la grande fête annuelle, et d'ailleurs dans les villages, où on faisait le cochon à la broche, et on invitait tout le village et on se répartissait les morceaux, parce que une fois par an, à tour de rôle, les gens sacrifiaient leur cochon pour nourrir tout le village. Et ça tournait comme ça. Donc le cochon était vraiment un animal. Mais la loi interdisait que les propriétaires devaient les tenir soit en laisse, soit ils n'avaient pas le droit de divaguer sur la voie publique. Sauf que c'était presque une religion, tous les cochons divaguaient partout, ils allaient au cimetière, ils déterraient les morts, machin, ils se nourrissaient, bon bref. Oui, mais c'était comme ça. Mais c'est très intelligent et très sympa un cochon. Et donc voilà, et donc cette truie, dans le cadre de ces pérégrinations dans la petite ville de Falaise en Normandie, la maison n'était pas bien fermée, ils étaient en train de festoyer pour le réveillon de Noël, et donc elle dévore le nourrisson qui meurt. Donc la truie est immédiatement arrêtée et jugée. Et c'est là où j'ai considéré que c'est un grand procès. Alors, j'ai choisi celui-là parce que c'est celui qui est le mieux documenté. Il y en a plein d'autres en fait. Il y en avait tous les jours. Ouais. Il y en avait tous les jours. Parce que, et c'est pour ça que je l'ai choisi, mais parce qu'il est très bien documenté, on a même combien la truie a coûté en prison tous les jours, en nourriture, en paye du gardien, etc. C'est pour ça qu'à un moment j'ai mis tu coûtes cher. Et je me suis dit aussi que vous l'aviez choisi parce que finalement ça révèle beaucoup de ce qu'est la justice et de finalement à quoi elle sert. Voilà, tout à fait. Et pourquoi il y avait ces procès d'animaux? Parce qu'on considérait que c'était des créatures de Dieu. Et donc, comme c'était des créatures de Dieu, ces créatures avaient une âme. Et donc, elles devaient être jugées avant de les condamner à mort, pour que leur âme puisse être ensuite montée au ciel, selon les croyances de chacun. Mais en tout cas, c'était l'état à l'époque de la croyance générale et du droit. Donc, c'est pour ça que les animaux étaient jugés au même titre que les humains. Et c'est assez intéressant parce que quand on voit aujourd'hui les rapports qu'on développe avec les animaux et qu'il y a l'Espagne qui vient de reconnaître la personnalité juridique aux animaux, du coup, ce procès fait un peu miroir. Mais en même temps, il ne faut pas se leurrer. Il n'est pas pour autant des droits aussi avancés que ceux qu'on leur accorde aujourd'hui, par exemple en France et a fortiori en Espagne, même si par défaut ça reste des biens meubles. Parce que là, c'était uniquement pour des raisons religieuses qu'il y avait une considération pour eux avant la condamnation à mort. Mais le procès, il a duré 10 jours. Hein. On a signé un avocat. Moi, je me suis aussi dit finalement que ça révélait que quand il y avait un drame, quand il y avait, on dit, l'ordre public a été troublé, tout à fait. Quand il y a une tragédie, bien sûr, il faut un responsable, il faut comprendre et essayer de savoir exactement ce qui s'est passé et que finalement la vraie utilité et que ça serve de leçon aux autres. Ça sert de leçon. Tout à fait, parce que du coup, pour la truie de Falaise, au moment de sa condamnation, et c'est inscrit dans le jugement, on demande à tous les propriétaires de truies de la ville de venir assister à la condamnation de la truie de Falaise sur la place publique avec leurs propres cochons, pour que ça serve de leçon aux autres cochons.
Mais un peu comme on pourrait faire avec des enfants en société, je parle hors jugement, de dire, regarde ton petit camarade ou à l'école, ton petit camarade il a fait telle bêtise, il a une punition, voilà, toi tu vas pas reproduire parce que sinon tu auras la même punition. Et on faisait ça avec les cochons. Alors là en l'occurrence c'était les cochons, mais c'était pour n'importe quel animal, les chevaux, enfin peu importe. Mais les cochons c'était ceux où il y avait le plus d'accidents, oui, à l'époque. Et ça a duré comme ça pendant plus de 3 siècles. Est-ce qu'on passe peut-être à notre petite question rituelle, Véronique? Comme tu voulais, mais je sais que tu voulais absolument parler des femmes. Donc mais je vois que tu parles très vite. Il est 50. Il est Marie. 50. On peut parler la dernière question, je te laisse parler des femmes et on fera la petite question rituelle. D'accord. Parce que tu voulais parler des femmes, de Charlotte Corday, de Mata Hari, etc. Vas-y, je te laisse. Non, rapidement, ce qui nous a frappé avec Véronique, c'est qu'il y a beaucoup de procès qui sont des procès de femmes. Oui. Il y a notamment le procès de Charlotte Corday, qui a été condamnée pour l'assassinat de Marat pendant la Révolution. Il y a le procès d'Olympe de Gouges, il y a le procès de Mata Hari, il y en a d'autres encore. Donc, Marie Lafarge et les deux Marie, les deux empoisonneuses à 2 époques différentes. Louise Michel. Louise Michel, bien sûr. Donc, est-ce que ça a été un vrai choix intellectualisé parce que c'est à chaque fois, et c'est ça qui est aussi, savoureux, pas vraiment, assez tragique, puisqu'on voit à quel point toutes ces femmes ont été vraiment, victimes de biais misogynes, sexistes, puisqu'elles ne pouvaient pas être vraiment l'auteur, ou elles avaient nécessairement un homme qui avait commandité ce qu'elles avaient fait, où elles étaient nécessairement malades psychologiquement, bref, comme si une femme ne pouvait pas... Hystérique, ne pouvait pas juste être une criminelle ou bien sûr, comme une autre. Voilà. Exactement. Donc, comment, qu'est-ce que vous avez fait ça, j'avoue que oui, je suis allée chercher et j'ai essayé, alors pas au chiffre près, parce que bien évidemment... presque la parité. Voilà, sont beaucoup plus documentés et beaucoup plus connus les procès d'hommes. Mais alors après, j'allais dire c'est logique, puisque à l'époque ceux qui avaient des hautes fonctions, donc en dehors des procès criminels, ceux qui avaient des hautes fonctions c'était des hommes. Donc forcément les magistrats c'était des hommes, enfin ceux qui jugeaient c'était des hommes, ceux qui dirigeaient c'était des hommes, et ceux qui étaient condamnés c'était des hommes. Voilà. Mais néanmoins, oui, effectivement, j'ai essayé à chaque époque d'essayer de trouver des procès, alors qui puissent rentrer quand même dans les grands procès, que ce ne soit pas que du procès anecdotique, entre guillemets, où des femmes étaient j'allais dire, poursuivies ou en cause, en fonction du domaine. Donc je les ai recherchées et ça a été assez intéressant. Alors Louise Michel, ça a été un peu compliqué parce qu'elle a eu une vie incroyable, dense. Et puis elle a eu plusieurs procès, donc j'ai fait des choix nécessairement. Olympe de Gouges, elle a quand même fait la déclaration des droits de la femme et de l'enfant. Et très avant-gardiste, vous verrez quand vous lirez son procès, très très avant-gardiste. Trop avant-gardiste, je pense qu'en fait c'est ça qui n'est pas passé. Elle était bien trop en avance sur son temps. Voilà, il y a les empoisonneuses, les deux maris, qui sont des histoires aussi également intéressantes. Et parce que il y a eu cette mode aussi entre guillemets des empoisonneuses, et puis il y a un des 2 procès aussi qui a été intéressant et que j'ai choisi pour ça. On disait vraiment que c'était le crime de la femme, quoi. Oui, c'est ça. Mais qui était intéressant parce qu'après on est parti dans une dérive d'experts. Ouais. Et que c'était un des premiers procès où l'expertise finalement va s'inviter totalement pendant le procès, mais va même tuer le procès. C'est-à-dire que la personne poursuivie n'existe plus, on ne l'interroge plus, c'est un débat d'experts à la barre, du matin au soir, et puis des experts qui arrivent à la dernière minute, et puis des experts qu'on va chercher, et puis des échantillons qui disparaissent ou qui ont été trop utilisés, donc qui deviennent inutilisables. Donc on exhume de nouveau des cadavres, et puis toute la famille, enfin c'est un truc de fou. Et ce qui était intéressant dans cette affaire, c'était justement ce recours à l'expertise qui était un peu nouveau.
Et le fait qu'en fait, on a eu le sentiment qu'ils s'étaient perdus dans cette technicité, j'allais dire médico-légale, et qu'ils ont perdu la finalité de ce qu'ils cherchaient, soit à démontrer, soit à démonter, pour arriver de la même manière à une erreur judiciaire absolument extraordinaire. Alors, je crois qu'on est bientôt à la fin. Juste dire qu'on n'a pas évoqué, et ça aurait pu aussi être intéressant, mais on peut pas, nous aussi on a fallu faire des choix, hein. On n'a pas évoqué les procès de Baudelaire, oui. Enfin, des fleurs du mal. Des fleurs du mal, etc. Donc, et des décisions au nom de la morale. Oui. C'est-à-dire que ça nous paraît, là pour le coup, ça nous paraît... le procès de Robert Brasillac aussi, très intéressant. Voilà, donc bon, mais vous les découvrirez. Mais néanmoins, voilà, ça permet d'arriver. Ceux qui ne connaissent pas encore. Comment ? Oui. Donc ça permet de poser, je te laisse poser la question du rituel, je t'en prie. Non, parce qu'il faut quand même, on aime bien apprendre de nos invités. Oui. Donc, c'est vrai qu'on a remarqué qu'on avait pris l'habitude de leur demander, pour eux, qu'est-ce qui fait un bon juge. Parce qu'on a vu, parce qu'on a vu dans votre ouvrage, il y en a quand même pas mal. Il y en avait certains qui n'étaient pas forcément à la hauteur de la robe qu'ils portent. Ouais. Oh, ben, des avocats aussi. Hein. Oui. Malheureusement, enfin, non, mais je veux dire, heureusement, la justice est rendue par des humains, donc nécessairement, à partir du moment où la justice est encore rendue par des humains, Mais alors, s'il fallait choisir une qualité essentielle. Pour moi, la qualité essentielle du juge, c'est son impartialité. C'est son impartialité. En tout cas, c'est ce qu'on rêve de rencontrer. En sachant qu'elle est forcément relative au rapport au biais qu'on a évoqué. Parce que nous sommes des humains, voilà, évidemment. Et c'est là où moi j'ai une admiration immense, c'est face à la difficulté de la tâche. Voilà, parce qu'un avocat, je dis pas que c'est plus facile, mais je veux dire, il peut plus facilement se détacher. Et puis, je veux dire, bien sûr qu'il a une responsabilité, on le voit avec Badinter. Voilà, on peut ne jamais se remettre voilà, d'un échec, mais on n'est pas seul responsable. Le juge qui tranche, voilà, qui rend la justice, qui tranche, quand il n'est pas en collégial, c'est pas évident. En vous écoutant, je pense aussi notamment au juge d'instruction dans l'affaire Grégory, deux juges d'instruction finalement, dont un qui s'est suicidé. Un qui s'est suicidé, et le deuxième juge d'instruction qui a pris sa succession, qui effectivement en est mort entre guillemets aussi. Bien sûr. Alors avant peut-être effectivement de vous précipiter sur l'ouvrage et de renverser la table. Juste peut-être un dernier tour si vous vouliez une dernière intervention, une dernière question. Non? Ah si, une. Oui. Bonsoir Mesdames, vous avez parlé du rôle de la société dans les procès et par rapport aussi à l'actualité, je voulais savoir tout simplement si vous pensez que c'est une bonne idée que les magistrats puissent rendre leurs décisions dans des conférences un peu publiques pour faire comprendre des choses, notamment ça a été souligné. En phase de la pédagogie. Voilà. Oh bah je vais vous laisser répondre. Alors oui, moi je pense que effectivement c'est extrêmement important. Alors, d'expliquer les décisions, pas forcément d'avoir à se justifier, mais en tout cas d'expliquer la mécanique, la réflexion et le raisonnement qui ont abouti à la décision. Je pense que c'est intéressant. Mais au-delà, et là pour le coup, je trouve que peut-être il faudrait aussi réfléchir au niveau de l'éducation nationale. Moi, il m'arrive très souvent, notamment dans le cadre de mes activités, de faire des formations aux élus. C'est-à-dire qu'on va on a une réunion avec une quinzaine d'élus et je leur explique ce que c'est que la justice en France. C'est-à-dire vraiment d'expliquer, il y a la justice, il y a le pouvoir, enfin, il y a la justice judiciaire, il y a la justice administrative, il y a plusieurs degrés de juridiction et on se rend compte que, moi par exemple, je suis magistrat mais je ne suis pas juge. Laurie est magistrat, elle est juge. Et on se rend compte que même des juristes, j'ai notamment croisé un notaire qui m'appelle Madame le juge, j'ai beau lui expliquer que non, je ne suis pas juge. Donc tout ça est assez... c'est pas forcément bien maîtrisé et voilà, ce qu'on a du mal à comprendre, on a parfois du mal à l'accepter. Et je pense que plus
les décisions ou les sanctions. Enfin, je veux dire, prenons même un exemple extrêmement basique. On parlait de l'éducation avec un enfant. Si l'enfant ne comprend pas forcément pourquoi on va lui interdire telle et telle chose, forcément, plus on explique, plus il y a de la pédagogie, je pense que plus c'est compris. Et donc oui, moi je suis extrêmement favorable. D'ailleurs, notre précédent garde des Sceaux avait pardon ? Je vais faire le nom, c'est bien, ça va. Le précédent garde des Sceaux, Éric Dupond-Moretti, avait lancé ce processus des caméras au sein des audiences. Et il y a de plus en plus désormais des émissions où on voit des caméras. Alors on a parlé beaucoup du pénal, parce qu'effectivement c'est le côté un peu plus sensationnel et ce qui nous intéresse, mais il y a la justice civique du quotidien qui est aussi extrêmement intéressante. Et je pense que plus nos concitoyens sauront comment marche la justice, plus ils sauront se défier de ce qu'on peut leur raconter ailleurs, et plus ils comprendront, je pense. Je suis juste un peu plus nuancée. Je pense que oui, il faut absolument expliquer les décisions de justice. En revanche, je ne crois pas que ce soit à l'autorité judiciaire ou au tribunal qui a rendu la décision ou au juge qui a rendu la décision de le faire. Parce que à partir du moment où on explique sa propre décision, le jugement, il est économe en mots, chaque mot est pesé et discuté aussi de façon collégiale. Et à partir du moment où on paraphrase ce qui a déjà été dit, on le dénature un peu et le risque, c'est que finalement, on retienne exactement. En revanche, que nos médias, et je le dis, je trouve que le traitement médiatique, mais qui révèle exactement ce que tu as dit, Véronique, c'est-à-dire que je pense qu'il y a un niveau de culture juridique, judiciaire, qui est très faible et qui explique aussi aujourd'hui que nos médias, nos journalistes, ne sont pas en mesure finalement de replacer un procès dans son contexte, d'en sortir l'essence de la motivation qui a été faite, relue par les juges de façon très attentive. Et moi je crois que c'est surtout c'est ça le problème, quoi, en fait. On devrait dès l'école primaire commencer à faire une initiation au droit, mais pas dans le sens les règles de droit, mais du fonctionnement de la justice. Oui, le contrat le social, système les judiciaire, règles. exactement. Mais je suis assez d'accord avec vous sur le fait que je pense que c'est risqué. Je me faisais la réflexion l'autre fois, les magistrats qui eux-mêmes viennent face à une caméra et commenter leurs propres décisions. Ils ont justifié leur décision dans leur décision, enfin jugement, arrêt ou autre. Ils n'ont pas à en faire le marketing. Complètement. Ils n'ont pas à faire le marketing de leur boulot, ils n'ont pas à faire la promotion de leur décision. Qu'après l'institution judiciaire ou le ministère de la Justice, lui, fasse la relation presse avec le communiqué de presse et qu'il y ait, comme on a pour la Cour de cassation, ou pour le gouvernement, le porte-parole, qui fait les relations presse, la même chose comme pour la Cour de cassation, tout à fait. Je pense que ce serait plus prudent parce que aujourd'hui ça va, mais on sait très bien que dès qu'il y a des choses qui débutent comme ça, on voit tout de suite où ça risque d'aller. On est d'accord. On est sur une pente bien glissante. Vous arrêtez pas, on reste encore... On est sur une pente très très glissante, c'est-à-dire qu'après, les magistrats ils vont se retrouver face à des journalistes extrêmement vindicatifs, extrêmement... C'est déjà le cas. Oui, mais je veux dire, ça va être de pire en pire, ils vont se permettre de plus en plus. Et où le magistrat va se retrouver à avoir dit un mot de travers qui n'est pas exactement celui qu'il a écrit dans son jugement ou dans son arrêt. Et il va se le prendre en boomerang, voire il va être poursuivi. Oui, sauf qu'à ce moment-là, le journaliste ne veut pas faire de la pédagogie, il veut faire du buzz. Donc, bien sûr, oui, mais donc il va pousser le magistrat dans ses retranchements pour qu'il fasse l'erreur. Bon, j'espère qu'on n'aura pas, ça aura été un moment pas trop désagréable pour vous. Merci de votre présence et surtout n'hésitez pas, c'est bientôt Noël, c'est un super week-end. Et celui de la médecine aussi. Oui. Et merci à vous deux. Merci à vous. Merci beaucoup.